Alors on va démarrer tout de suite avec l'atelier 1. L'intitulé c'était donc sur le champ des possibles. Merci. Parangonnage ici et ailleurs. Donc le sujet à traiter était en exact champ des possibles, paragonnage et d'ici d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le paragonnage, comme je ne le savais pas en début de séance, c'est comparer les expériences, les analyser, en prendre les points forts et les points faibles. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc deux exemples nous ont été présentés. Un exemple sur le 65 du côté de Castelnau-Rivière-Basse et un autre dans le département des Pyrénées-Atlantiques à Bache-de-Béarn. Donc sur Castelnau-de-Rivière-Basse, nous avions un EHPAD qui a une 70 places environ, qui est situé en proximité d'un espace où on trouve un foyer d'hébergement, un foyer de vie, ainsi qu'un EHPAD, un ESAT, pardon. Et l'EHPAD date des années 75 et il s'est trouvé en difficulté pour pourvoir l'ensemble de ses places. Et donc, étant donné la proximité du foyer de vie et des foyers d'hébergement de l'ESAT, il y a eu un rapprochement qui a été fait pour voir comment il était possible d'accueillir des personnes qui allaient vers la retraite ou qui étaient en retraite et pour qui l'accès à une EHPAD était une solution possible. Donc c'est une expérience qui date de 2015. Au départ, il y avait 9 personnes accueillies. Aujourd'hui, il y en a 14. De ce que nous a pu nous dire Madame Vanier, la directrice, cette rencontre a été la confrontation de deux cultures. Une culture qui est dans l'accompagnement au quotidien des personnes en situation de handicap, dans tout leur vie professionnelle, leur vie culturelle, leur vie sociale et leur médicale. Et de l'autre côté, c'est une culture de maintien en bonne santé. Donc il a fallu que les équipes travaillent ensemble et puis réfléchissent. Et pour faciliter l'affaire, ils sont allés jusqu'à mutualiser ou du moins mettre en commun notamment des activités socioculturelles, d'animation, pour que les équipes travaillent ensemble et que les résidents se sentent bien dans cette affaire-là. De ce que nous disait la directrice de l'établissement de l'EHPAD, l'arrivée de ces nouveaux arrivants a permis une certaine redynamisation des autres résidents. Quand vous avez des résidents qui ont 85, 86, 87 ans, qui sont parfois peu mobiles et qui sont parfois très touchés dans leur état de santé, voir arriver des personnes qui sont d'une part plus jeunes, puisqu'on a eu des personnes qui avaient autour de 50, 55 ans, qui sont encore mobiles, qui peuvent avoir une certaine vie. Ça a fait bouger un petit peu les lignes. Et ça a amené un certain dynamisme dans l'EHPAD. L'expérience qui nous a été présentée par M. Ponlevoix, donc directeur d'un établissement qui a un ESAT de 100 personnes, plutôt en milieu rural, complètement en milieu rural, puisqu'ils sont en production de canards, mais aussi de volailles, et ils font aussi un petit peu de légumes. Donc les ouvriers d'ESAT sont très actifs pendant leur période professionnelle. Donc il y a un foyer d'hébergement pour 45 personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié des personnes qui travaillent au sein de l'ESAT. Et donc certains ont pu passer 30, 35, voire 40 ans de leur vie au sein de l'ESAT. Et il arrive un moment, la retraite arrive et il est difficile pour ces personnes de tout lâcher, l'ESAT, le foyer d'hébergement. Et donc il y a une expérience qui a été menée à travers, il y avait la possibilité de récupérer une vieille bâtisse béarnaise et qui a été aménagée. Alors, il y a eu une première époque où ça a été fait dans le bâtiment ancien, donc avec des étages, une certaine complexité, mais ça permettait aux personnes de pouvoir passer du foyer d'hébergement vers un lieu où ils peuvent prendre tranquillement leur retraite. Il y a eu une évolution puisque nécessité le nombre de personnes arrivées grandissait, il a fallu agrandir, donc il y a eu la construction à côté de cette même maison, en continuité, d'un établissement de chambres plus moderne,
Donc, dans un premier temps, les chambres étaient individuelles, bien évidemment. Par contre, ils devaient partager WC et douche. Là, les nouvelles chambres ont été construites où là, chacune des chambres a le logement, mais aussi tout le coin lié à la toilette et au WC. Bon, cette expérience a fait des petits. Actuellement, sur le département des Pyrénées-Atlantiques, on compte 11 MAFA. Alors, au départ, les résidents qui sont là parlaient de MAPA. C'était maison d'accueil pour personnes âgées. Et ensuite, c'est passé maison d'accueil pour personnes... Non, pardon. C'était MAPA, parce que M-A-P-A-H, personnes âgées handicapées. Et après une lutte un petit peu du directeur actuel et des directeurs précédents, c'est passé en MAFA. C'est maison d'accueil pour personnes handicapées âgées. Ce qui change tout, c'est qu'on met le handicap en premier, puisque ces personnes ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc cette expérience a été multipliée au niveau départemental. Aujourd'hui, il y a 11 MAFA, donc 4 qui ont été des créations pures, comme cela a été à Bache de Béarn, et 7 autres ont été des adaptations de foyers d'hébergement où il y avait des places disponibles, puisqu'un certain nombre de résidents, d'ouvriers ne souhaitaient plus ou ne souhaitent pas habiter in situ. Donc du coup, des places disponibles dans les foyers d'hébergement. Et du coup, il y a eu une transformation de places de foyers d'hébergement en places MAFA. Donc cette expérience qui nous a été aussi relatée par les 3 résidents qui accompagnaient M. Pont-Levoix, qui disaient qu'ils retrouvaient le lien, ils pouvaient conserver le lien avec les AT et les anciens copains ou copines avec qui ils avaient bossé pendant parfois près de 40 ans, une liberté d'action, de pouvoir aller où ils voulaient, bon, chaque fois en prévenant, mais de se retrouver dans un lieu qu'ils connaissaient, et ça leur permet de s'épanouir pleinement dans leur retraite. En continuité de ce travail de la MAFA, la structure a tissé des liens avec des établissements, des EHPAD locaux, puisque vous voyez les foyers d'hébergement, la MAFA, les personnes effectivement sont à la retraite et ont une certaine encore autonomie, une grande autonomie. Mais là aussi, l'âge faisant, il est nécessaire de penser à la suite. Donc il y a eu des contacts de prix avec des maisons de retraite locales situées à 7-8 km, l'une à Salis de Béarn, une autre à Sauveterre de Béarn. Et donc des conventions ont été passées pour pouvoir prévoir des places pour ces personnes qui sont à la MAFA pour aller éventuellement à terme sur les maisons de retraite et de façon douce. Et le dernier exemple, c'est un lien avec une maison de retraite, toujours sur les Pyrénées-Atlantiques, mais non plus en Béarn, mais en Pays Basque, ce qui n'est pas à côté, là pour le coup, il y a une quarantaine de kilomètres. Et donc cette structure, qui est une petite structure en milieu rural, la Bastille de Clérance, qui compte 40 places, avait 4-5 appartements qui étaient à proximité de l'EHPAD, mais qui ne pouvaient être plus utilisés parce que les personnes qui étaient accueillies étaient trop en difficulté, et donc ils devaient rester en EHPAD. Donc du coup, M. Pont-Levoix a pris langue avec le directeur de l'EHPAD, et ils ont convenu de voir comment des personnes en MAFA, à Batch, étant donné leur état de santé commençait à légèrement se dégrader, mais encore étant mobile, pouvaient intégrer cette nouvelle structure. Donc ces 2 personnes ont fait des stages d'immersion d'une semaine, et elles sont revenues enchantées. Enchantées de savoir qu'elles pourraient continuer. D'une part, elles étaient 2, à rester 2 copines ensemble, premièrement. Deuxièmement, elles trouvaient des conditions de vie tout à fait adaptées à leurs besoins, des appartements en rez-de-chaussée. Et surtout, ce que disent les 2 personnes, c'est elles ont compris que malheureusement leur état de santé arrivera à se dégrader à terme. Et elles ont trouvé qu'il y avait une infirmière de présente, il y avait des aides-soignantes, il y avait aussi un animateur qui pouvait les aider à se tenir en forme. Et donc elles ont très rapidement, puisqu'elles ont fait un stage, je crois, il y a à peine un mois, et là elles ont décidé d'intégrer cette structure où elles seront à côté de l'EHPAD, bénéficiant de tous les services, mais pouvant encore vaquer leurs occupations. Et, merci. Un petit trait d'humour. Excusez-moi, monsieur l'animateur, nous sommes en Bigorre, certes, mais il se trouve qu'une des résidentes était basque.
est basque. Et elle a vécu 40 ans en Béarn. Et elle me dit, ben maintenant, à ma retraite, je vais pouvoir parler basque. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la restitution numéro 2, pouvoir d'agir de la personne handicapée et projection dans l'avancée en âge. Par rapport à ce thème, donc pouvoir d'agir, le groupe a mis en avant un préalable qui est de écouter vraiment les personnes en situation de handicap. Donc par rapport à nos différents échanges, il y a 3 grands thèmes qui sont ressortis. Donc le premier, la question de la diversification de l'offre. Donc comment élargir le choix des possibles. Donc par la question de, par exemple, la diversification des types d'habitat. Par exemple également sortir de la logique de place et être plus dans une logique de prestation donc, et d'individualisation de l'accompagnement, innover. Laisser le choix aux personnes en situation de handicap également. Fédérer aussi plusieurs types d'associations différentes, parce que ce qui était dit, c'est qu'il y avait il y avait des fédérations, par exemple de l'ADAPI qui se regroupaient entre elles, mais que les différentes associations et les différents groupes ne travaillaient pas forcément ensemble pour réfléchir à élargir le choix des possibles. Et faire en sorte que le milieu ordinaire soit plus inclusif. Sur la question des moyens, il était également mis en avant le fait qu'il n'y ait pas assez de connaissance des dispositifs, donc de développer des outils pour mieux connaître les différents dispositifs qui sont au service des personnes en situation de handicap. Avec également le fait de pouvoir déclencher des actions d'immersion. Sur la question des moyens, il y a également la question de la formation. Donc l'idée, c'était de davantage former au niveau de l'aide à domicile les intervenantes, d'élargir leur mission. Et de développer les outils pour faire émerger les réels besoins au domicile. La question également des formations transversales, des formations croisées à développer. Et voilà, sur la question de la formation. Ensuite, le 3e thème, c'était sur l'accompagnement au quotidien. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir favoriser l'expression des usagers, notamment par l'évaluation de la satisfaction des usagers, le développement des différentes expérimentations et des différentes mises en situation des usagers, favoriser aussi l'expression des choix par le développement de moyens humains, mais aussi de moyens techniques, notamment pour des personnes en situation de handicap avec des difficultés telles que la surdité, etc. Le développement du soutien pour l'accompagnement des familles aussi. Donc accompagner l'usager à formaliser son projet de vie. La notion aussi de pouvoir créer des référents de parcours de vie pour éviter de catégoriser les besoins et les réponses des personnes. Voilà, d'être dans une réponse davantage globale avec une coordination des différents acteurs du terrain, voilà. Ensuite, de pouvoir valoriser les capacités des personnes en situation de handicap, développer la confiance pour qu'ils puissent arriver à réellement exprimer leurs choix. La question aussi, on a longuement parlé de des difficultés administratives, donc il faudrait pouvoir simplifier les traitements administratifs. Et décloisonner les différents types d'établissements, les différents agréments. Valoriser et créer des espaces d'échange entre les différents acteurs, donc parents, citoyens, aidants, professionnels, etc. Et développer d'autres formes d'insertion autres que par le travail. Par exemple, par des actions d'utilité publique, par la culture, par le sport, etc. Voilà.
Merci. Alors on peut passer à l'atelier numéro 3, qui avait pour titre l'EHPAD dans le parcours de la personne handicapée vieillissante, impossible parmi d'autres. Pourquoi, quand et comment? Tout un programme. Oui, même si on va prendre moins de 10 minutes, je pense. Étant donné qu'on est un département petit, l'expérience n'est pas très originale, c'est celle de l'EHPAD de Castelnau-Rivière-Basse, donc qui rejoint un petit peu l'atelier numéro 1. Donc là-dessus, comme il a été dit précédemment, donc l'EHPAD de Castelnau-Rivière-Basse dispose de 14 places spécifiques pour l'accueil de personnes handicapées âgées, et sont principalement des personnes qui viennent soit du foyer d'hébergement ou du foyer de vie, qui sont rattachés, qui sont à 500 mètres de l'EHPAD. La spécificité de cette unité de 14 places, alors aujourd'hui les places elles sont disséminées sur l'ensemble de l'EHPAD, mais à l'issue des travaux de restructuration de l'EHPAD, ça sera une unité totalement spécifique pour les personnes handicapées âgées. Il y a malgré tout un accompagnement spécifique de ces personnes handicapées, avec la transformation de postes, ou le maintien de postes d'aide-soignante, la transformation de postes d'aide-soignante en postes d'AMP, donc avec une spécificité à la connaissance du handicap et à l'accompagnement handicap, et c'était important notamment en journée par rapport à leurs activités. Ce qui a été important aussi, ce qui a été défini par l'EHPAD, c'était des critères d'entrée et également des critères de sortie. Alors là, les critères de sortie, ce n'est pas les critères de sortie de l'EHPAD, mais du passage de l'unité spécifique personnes handicapées à l'EHPAD classique quand les besoins en soins sont trop importants. Alors, parmi les critères d'entrée, c'était la question d'une relative autonomie. Donc, c'était des personnes qui devaient être en GIR 4 ou en GIR 3, donc relativement autonomes. Et bien entendu, il fallait que ça soit une volonté de la personne, et notamment pour les personnes qui étaient en foyer de vie, des besoins en soins qui devaient commencer à être plus importants, notamment en ce qui concernait la toilette. Donc, les passerelles sont entre le foyer de vie, le foyer d'hébergement et l'EHPAD se fondent totalement dans la logique de parcours, notamment en anticipant au maximum cette entrée-là, notamment par rapport aux personnes qui sont en foyer d'hébergement. Il y avait une réflexion systématique sur ce que la personne accueillie en foyer d'hébergement va devenir après ses 50 ans. Donc commencer à réfléchir à l'après. Et donc l'EHPAD, ça peut être une des options. Mais donc il faut déjà anticiper au niveau des équipes du foyer d'hébergement. Également, ce qui est prévu, c'est un stage d'adaptation de 2 semaines qui peut être même renouvelé une deuxième fois, ou à minima des journées d'immersion. Alors, par rapport à cet exemple, qui semble, et même l'expérience montre qu'il fonctionne plutôt bien, il y a un certain nombre de conditions sine qua non à ce que l'EHPAD puisse être une solution pour les personnes handicapées âgées. Donc déjà, il faut que l'accompagnement au sein de cette EHPAD il soit adapté à l'accompagnement des personnes handicapées âgées, parce que le public et les problématiques ne sont pas les mêmes, et notamment sur la partie soignante ou des aides-soignantes pour être plutôt un peu plus en difficulté avec ce public-là. Alors, par rapport à ça, donc c'est également des moyens en soins adaptés, parce que ce qu'on peut constater quand on passe d'un foyer d'accueil médicalisé à un EHPAD, les moyens en soins ne sont pas les mêmes. Le nombre de toilettes, on passe de 5 toilettes par aide-soignante à 10, 12, voire plus dans certains établissements. Donc des moyens adaptés, ce qui signifie aussi des prix de journée spécifiques. Alors les moyens de dotation soins adaptés, et un prix de journée aussi spécifique pour avoir du personnel d'accompagnement, notamment du personnel AMP. Également des formations spécifiques du personnel, donc des EHPAD
sur les questions liées au handicap, et aussi très important, un accompagnement psychologique pour accompagner le personnel, notamment sur les situations de crise. Alors, une des difficultés ça peut être une solution, une des difficultés qui peut attendre, c'est la question des listes d'attente. Une liste d'attente en EHPAD, elle peut être importante. Je suis désolé du terme, le taux de rotation, il est assez élevé. Une liste d'attente, comme il peut y avoir à Castelnau-Rivière-Basse, il y a 5 personnes aujourd'hui en liste d'attente, mais la prochaine entrée se fera peut-être dans 4 ou 5 ans. Donc, on va être vite emboli au niveau de ces places. Voilà. Ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il faut quand même un projet d'établissement spécifique à l'accueil des personnes handicapées, comme on pourra avoir un projet spécifique au sein du projet d'établissement pour l'accompagnement de personnes atteintes d'Alzheimer, des choses comme ça. Et alors on s'est pas mis d'accord sur le type de public qui devait être accueilli en EHPAD, si c'était des personnels qui venaient de foyers d'hébergement pour leur retraite, alors que ces personnes-là pourraient s'ennuyer peut-être aussi. Est-ce que c'est du public de femmes? Est-ce que c'était du handicap psychique ou du handicap physique? Tout le monde ne s'est pas mis d'accord. Je pense que c'est plutôt à chaque EHPAD d'évaluer le type de public qu'il souhaite accueillir et aussi en fonction de l'environnement qu'il a sur son territoire, les types aussi d'établissements pour adultes avec qui il travaille. Voilà. Merci. On a aussi le temps d'une petite question si vous le souhaitez. Oui ? Benoît Guillard, directeur du pôle travail à l'ADAPI. Je profite des 2 témoignages que nous avons eus autour des ESAT pour évoquer effectivement vos expériences qui sont riches et intéressantes, et évoquer les problématiques, parce que les 2 situations que vous avez évoquées, ce sont des situations en milieu rural, pour l'essentiel, où on a trouvé sur ces territoires des dispositifs dans le cadre des personnes en EHPAD et des dispositifs dans le cadre des personnes en situation de handicap. Et je voudrais souligner deux points importants, me semble-t-il. Un, nous n'avons pas la chance d'avoir une couverture en EHPAD dans tous les territoires des Hautes-Pyrénées, comme vous pouvez l'avoir sur Castelnau-Rivière-Basse ou sur Batch-Béarn, que je connais aussi. Donc le contexte est difficile à reproduire. Et 2, je pense que sur ce territoire, on a aussi des problèmes de place, tout simplement, d'EHPAD pour des personnes non handicapées, dans le contexte. Voir les projets en cours ou retenus sur ce territoire. Et 3, et moi c'est la question principale, on a un public à 60, 61, 62 ans, qui sont effectivement pas des publics qui relèvent d'EHPAD, à mon avis, pour une grande partie de ces publics aujourd'hui. Et donc la question profonde et fondamentale, c'est effectivement l'ajustement de la réponse individuelle à ces publics, et de pouvoir relier un certain nombre de structures en plateforme pour pouvoir étayer des réponses individualisées à ces publics sur ces territoires, et notamment, puisque nous on travaille sur le bassin de vie de Tarbes et de Lourdes, sur ces territoires citadins. Y a-t-il des expériences évoquées dans les travaux autour de ces idées? Merci. Alors, c'est pour la réponse ou c'est pour une autre question? Alors, pas pour la réponse, pour un bout de réponse. Donc, pour dire que sur les Pyrénées-Atlantiques, donc l'exemple de Batch, effectivement, est le plus ancien connu, puisque ça fait une vingtaine d'années. Mais depuis, il y a 11 MAFA sur le département, comme le disait M. Uturald, dont certaines en milieu urbain, Pau, Oloron, sur la côte basque également, donc dans des cités urbaines. Et les partenariats avec les EHPAD, alors je n'oserais pas avoir la prétention de connaître la topologie sur les Hautes-Pyrénées, mais aujourd'hui on trouve un phénomène assez particulier qui est peut-être promu par les CEPOM qui sont en cours de négociation pour les EHPAD, c'est que les EHPAD viennent vers nous maintenant pour solliciter des formes diverses de partenariats. Avec de l'îlotage, c'est-à-dire soit des unités PHV au sein des EHPAD, soit des partenariats un peu modulaires. Donc c'est pas une réponse, ce sont des réponses. Et ce que je disais moi dans le groupe, c'est il faut élargir les palettes, quoi. Il faut qu'il y ait multicolore, il faut qu'il y ait du choix. Aujourd'hui, nous, principalement sur les Pyrénées-Atlantiques, les MAFA qui se sont créés l'ont été pour les 2 tiers, 7 d'entre elles, sur des conversions de places de foyers d'hébergement en places de MAFA.
Alors ça a été des fois au corps défendant des associations, mais des fois par nécessité parce que les places étaient vacantes. Voilà, un bout de réponse. Ah oui, on me demande de me présenter. Donc je dirige le complexe Bellevue à Bache de Béarn de l'ADPI des Pyrénées-Atlantiques. Merci. L'atelier numéro 4. Aider et aidants, avançant en âge, retour d'expérience des pairs. On s'est effectivement déjà concentré à essayer de définir la pair-aidance, parce qu'on n'y met pas forcément tous on n'a pas tous les mêmes représentations sur cette question-là. Notamment définir la question du pair, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par pair, et notamment ce rôle de conseil, ce rôle de proche aussi, en qui on peut parfois se reconnaître, partager des expériences communes. Il y a aussi la question que le pair, bien souvent, il peut, enfin en tout cas il est au même niveau de la personne, alors soit de l'aidant, de l'aider, mais en tout cas il est au même niveau, alors qu'un professionnel qui va apporter une information, bien souvent le professionnel, il est, en tout cas on est censé penser qu'il a la connaissance, la science infuse sur le domaine, ce qui n'est pas toujours non plus forcément le cas. En tout cas, ce qui est important dans cette question du pair, c'est qu'il y a toute cette question aussi de l'affectif qui peut rentrer en compte, notamment sur le champ du handicap. Dieu sait que c'est important. Alors, on a développé en 2 axes, effectivement, les pistes pour développer la pair-aidance. Donc, il y a plusieurs réflexions qui sont venues, notamment la formation. Alors, la réponse accompagnée pour tous, justement, dans son axe 3, tel que ça a été présenté ce matin, est un gros axe d'intervention sur cette question de la pair-aidance, et notamment qui peut passer par la formation d'usagers pour être pair-aidant, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir aider d'autres usagers, d'autres personnes, pour faciliter les passages, soit de l'enfance à l'adulte, soit d'un service à l'établissement, ou voire même la sortie de l'établissement, parce qu'on voit qu'effectivement ça pose des gros problèmes. On s'est posé la question du parrainage, pourquoi pas parrainer effectivement un nouvel arrivant dans un établissement, et les questions très pratico-pratiques qui sont liées parfois, ne serait-ce que de savoir qui interpeller pour tel questionnement, peut-être aussi expliquer toutes les instances qui existent, telles que les CVS ou d'autres instances qui régissent l'établissement ou le service. Dans la question de développement de la pair-aidance, de créer un pool d'aidants, c'est-à-dire là aussi, on s'est un peu comme des personnes qualifiées, c'est-à-dire des personnes aidants qu'on peut venir interpeller. Le pool d'aidants pour être un peu ressource pour les autres aidants. Un groupe de parole aussi dans les associations. Les associations développent parfois des groupes de parole, mais pas tous, et on voit que ceux qui sont montés, en tout cas, portent leurs premiers fruits. Donc ce serait important peut-être de généraliser cette démarche de groupe de parole dans les associations. Développement des temps de répit, parce qu'on sait aussi, on sait que c'est important. Alors, le répit, on en parle effectivement via notamment l'APA. Après, dans le champ du handicap, on en parle assez peu, mais on s'est aussi posé ces questions des établissements d'accueil temporaire. Ne serait-ce que de faire un répit sur une demi-journée, une journée, voire une journée entière. Donc ce répit-là de l'aidant auprès de la personne, pour qu'elle ait du temps pour soi et que la personne aidée puisse être entre de bonnes mains. Ça pose toujours cette question-là des accueils temporaires, encore cette question de transition, c'est-à-dire que l'usager, effectivement, ne doit pas être balancé d'une structure à une autre, mais cette fameuse transmission entre professionnels pour préparer au mieux l'arrivée de l'usager dans l'établissement ou le service. Des clubs d'aidants aussi, multi-handicap, parce que bien souvent, on a aussi tendance un peu à sectoriser un peu en fonction des handicaps, entre le polyhandicap, l'autisme. Peut-être que ce serait intéressant justement d'avoir des clubs d'aidants qui soient un peu multicartes, plutôt que on parle souvent de cloisonnement, mais ce serait peut-être intéressant justement de se nourrir des expériences des uns et des autres, parce que les approches ne sont pas toujours les mêmes selon le type de handicap. Donc justement, ça permettrait peut-être d'être complémentaire sur certaines questions. Des informations institutionnelles aussi, c'est-à-dire qu'on manque aussi de ça, la question de l'aidant, on en parle, mais effectivement, il y a peut-être encore trop peu de communication. On sait qu'à l'échelle du département, il y a des événements ponctuels comme la semaine des aidants, mais effectivement, il n'y a pas véritablement de campagne, entre guillemets, d'information sur les aidants tout au long de l'année. Et je ne sais même pas si tous les professionnels des structures aujourd'hui locales,
sont en capacité de pouvoir orienter vers les dispositifs compétents pour les questions de l'aide aux aidants. Création d'une banque de données pour les professionnels. Donc voilà, ça recoupe ce que je viens de dire, effectivement, pour avoir une espèce, comme un annuaire, effectivement, ressources pour les différents lieux d'accompagnement, lieux ou dispositifs d'accompagnement pour les aidants. Et puis, effectivement, alors parrainage par les pairs, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'était le premier axe qui était effectivement lié au développement, comment développer la paire aidance. Voilà, c'est des idées un peu en vrac qu'on a essayé de réunir. En tout cas, j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, mais dans le groupe de travail, on était assez bien. Enfin, il y avait vraiment des professionnels et représentants, parents d'enfants handicapés qui étaient présents. Donc, c'était un groupe assez... finalement avec des champs assez divers, et c'est ce qui a fait la richesse des échanges. Le deuxième axe sur lequel on s'est consacré, c'est les bonnes pratiques pour accompagner la personne dans sa projection dans l'avancée en âge. Donc comment faire effectivement pour que la personne se prépare au mieux à cette avancée-là. Donc ce qui a été exprimé, c'est déjà de sensibiliser les plus jeunes, parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les aidants de demain, voire les aider pour ceux qui ont la chance de vieillir jusqu'au maximum. Donc la sensibilisation, effectivement, qui passe par les plus jeunes générations. Ça permettrait aussi peut-être de changer un peu le regard que l'on a aujourd'hui sur le grand âge notamment, où on a tendance souvent à voir sous l'angle du vieillage, c'est-à-dire d'oublier peut-être ce que la personne était avant d'être en maison de retraite ou accompagnée par un service à domicile. Voilà, on oublie parfois qu'elle était... autrefois en pleine possession de ses capacités, qu'elle avait peut-être effectivement des compétences aujourd'hui qu'on ne voit plus physiquement, mais qu'on oublie qu'elle avait. Information sur des personnes sur les dispositifs existants pour l'accompagnement dans l'avancée en âge. Donc là, voilà, toujours cette question de l'accompagnement. Anticiper via les projets de vie, toujours cette notion de parcours, parce que c'est vrai qu'on a, dans les parcours, malheureusement, c'est souvent une succession de ruptures pour les personnes. Donc c'est vrai que quand on a un projet de vie, bien souvent le projet de vie, souvent il se construit sur un établissement ou un service, et dès que la personne change d'accompagnement, finalement, parfois au pire on refond complètement le projet de vie, ou parfois on oublie un peu le projet de vie qui était construit auparavant. Voilà, donc cette notion de parcours et de projet de vie peut-être permettrait, enfin en tout cas s'il est suivi tout au long de la durée de la vie de la personne et de son accompagnement, ce serait peut-être d'inclure cette notion d'anticipation. Marc, je finis. Donc, accompagnement, oui, donc l'accompagnement des personnes pour découvrir les structures possibles. Oui, on a évoqué aussi des stages de préadmission, de découverte ou de préadmission. Alors, voilà, là ça a été exprimé. Moi, je suis un peu critique, comme j'étais avant dans le responsable d'établissement dans le champ du handicap. Stage, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des stages quand ils sont bien construits et que c'est vraiment un stage qui est ciblé plutôt du point de vue de l'usager plus qu'au niveau de l'établissement, parce qu'on a trop tendance à entendre parfois des cadres même qui disent que l'établissement, enfin le jeune n'est pas, ou l'usager n'est pas adapté pour l'établissement. Et les stages, parfois, ont cet effet pervers, c'est-à-dire que quand le stage se passe mal, malheureusement, l'usager arrête sa période, et malheureusement, ça peut parfois surajouter les problématiques ou les réamorcer, alors qu'on avait parfois pu apporter les éléments de réponse. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué ces périodes de stage, moi je vais essayer de partager là-dessus. Et voilà, pour terminer, la notion de progressivité, et puis les deux mots-clés que le groupe avait exprimés en fin d'atelier, c'était la notion, quand on parle de paire aidance, les deux mots-clés qui sont sortis, c'est l'expérience et le partage. Voilà. Merci. Merci. Atelier numéro 5, l'accueil familial des personnes handicapées âgées, état des lieux et perspectives. Dans notre atelier, nous avions très certainement une bonne majorité d'accueillants familiaux, des représentants des associations tutélaires ainsi que d'établissements. Donc l'accueil familial, certes sur le département des Hautes-Pyrénées, est aujourd'hui en plein développement,
Avec 40 familles d'accueil, nous avons une capacité d'accueil de 60 personnes, dont actuellement 14 personnes handicapées. Donc c'est vrai que nous nous sommes posé la question, donc comment promouvoir et développer l'accueil de personnes handicapées. Alors le seul maître mot, je dirais, qui ressort de nos échanges, c'est la communication. Donc un besoin de communiquer, de se faire connaître auprès des structures, des partenaires, de tous les établissements, qui ont souvent une représentation qui n'est pas la réalité, donc qui permettrait de décloisonner, je pense, les solutions au sein de certaines structures par rapport aux personnes et leur permettre vraiment de préparer un projet de vie, puisque pour nous, l'accueil familial n'est pas une solution d'urgence. Donc c'est vrai qu'automatiquement, tout est à travailler, que ce soit donc, du côté de l'accueillant, l'accueilli. Au travers de tout ça, certes, on va essayer de communiquer avec les partenaires, mais je crois que aussi avec nos collègues de la MDA, puisque c'est quand même quelque chose à partager pour développer. Et puis que dire, que nous pouvons aussi rebondir sur des propositions par rapport aux familles d'accueil, aux accueillantes, qui proposent pour se faire connaître de mettre en place peut-être des demi-journées portes ouvertes, comme elles ont appelé, où pourraient vraiment défiler des personnes et des partenaires, des professionnels, et puis des structures qui pourraient voir un petit peu comment ça se passe. Et comme a dit une d'entre elles, pourquoi pas un colloque sur l'accueil familial, où pourraient vraiment émerger des propositions et puis plein de belles choses pour essayer de se mettre en place et de pouvoir amener et porter des solutions à toutes ces personnes qui souvent se retrouvent un petit peu coincées au travers de leur projet de vie. Voilà. Merci. C'est pas toujours évident de trouver la personne, je veux dire, idéale qui répond en même temps à la relation accueillant-accueilli. À un moment donné, certains d'entre eux, parce qu'il y a des messieurs, certains d'entre eux vont se retrouver en effet sans aucune personne, mais je crois qu'au travers de tout, on ne peut pas être, nous, en l'état actuel des choses, nous ne disposons pas d'assez de moyens pour pouvoir recruter, si je peux dire, des accueillis et mettre en relation avec les accueillants. Ce serait l'idéal, en effet, mais comme disait une accueillante qui était dans le groupe, à un moment donné, elles aussi, elles font leurs recherches, et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours trouver la solution. Surtout quand il y a la mixité aussi de l'agrément, parce qu'on ne peut pas, il faut se soucier aussi de la cohabitation, que ce soit au niveau de la famille, mais aussi des accueillis. Atelier numéro 6, accompagnement à domicile et savoir-faire croisé. Alors donc on a eu un groupe également partagé, rempli de professionnels qui intervenaient à domicile, d'institutions et de familles également. Donc des échanges assez riches sur des constats par rapport à de l'accompagnement à domicile, ce qui est à améliorer, on va dire, qui fonctionne moyennement bien, et des perspectives auxquelles on a pensé. Donc on a commencé d'abord cet atelier avec la présentation de l'association Andéo. C'est un groupe d'union de fédérations et d'associations nationales du handicap. Il y a 12 participants au niveau national et ils sont localisés dans chaque région. Il y a un correspondant, donc chez nous, nous avons ici sur le département 65, Madame Marchand, voilà, qui est en bas, que l'on remercie pour sa présence aujourd'hui et sur la participation à l'atelier. Pardon ? D'accord, il y en a aussi donc sur les îles en Dom-Tom. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est que cette association ? Donc c'est agir pour améliorer l'accompagnement à domicile des personnes handicapées, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau du handicap. Alors comment une meilleure connaissance des besoins et des attentes des personnes handicapées et des familles. Et surtout, c'est un observatoire national des aides humaines avec la mise en place donc d'une charte qualité-accueil pour certains départements qui ont structuré un service d'aide à domicile autour des personnes handicapées. Donc il y a des expériences qui ont été faites dans d'autres départements sur lesquelles peut-être on pourrait dans le département s'appuyer, sur effectivement un référentiel de l'aide à domicile, de la prise en charge des personnes handicapées,
avec un référentiel, des caractéristiques bien précises sur comment effectivement on accueille, un suivi, un accompagnement des professionnels, des familles de la personne, un contrôle de proximité, puisqu'il y a un contrôle de cette qualité accueil qui est assez régulier, hein, au bout de 8 jours, au bout du trimestre, au bout de 6 mois. Vraiment, c'est une charte qualité accompagnement qui vaut attendre à bien accompagner famille et aidants. Donc ça, c'est un exemple que nous avons visionné. Donc, la correspondante, donc Madame Marchand, intervient conjointement une fois par mois le samedi matin sur l'hôpital de Bagnères, toute l'après-midi sur l'hôpital de Bagnères en lien avec un avocat. Donc elle est sur une posture plutôt d'écoute et d'accompagnement et de réorientation. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu ce qui se fait au niveau de l'Occitanie. Ensuite, dans les constats de ce que l'on a pu les uns et les autres partager. Donc un manque d'information globale sur de quoi pouvons-nous avoir besoin, de quelles aides plutôt nous pouvons prétendre quand on est à domicile, aide humaine, aide technique, ou se renseigner. Donc il y a vraiment eu un défaut sur les lieux où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information. Donc il y a eu un exemple d'une professionnelle qui disait, voilà, sur le nord du département, vers qui je me tourne. Donc on a bien sûr relayé le fait qu'il y avait une démarche d'accompagner, d'informer, de sensibiliser les mairies, les secrétaires de mairie et les maires du département, bien sûr, à la connaissance des CLIC et des maisons départementales de solidarité. Hein. Donc on en a 5 dans le département, je le relais puisque j'ai le micro. 5 dans le département où effectivement notre mission première, c'est quand même l'accès au droit, l'information et la réorientation des personnes. Donc nous accueillons sur rendez-vous, on peut faire aussi des visites à domicile et les assistantes sociales ont la connaissance, prennent en considération la situation et peuvent bien sûr aider, réorienter. Donc on est sectorisé, comme disait Madame Vergès ce matin, c'est en fonction de votre adresse, de l'adresse de la personne. Et sur le site du conseil départemental, en tapant l'adresse de la personne, on peut être de suite en lien avec la MDS de référence. Donc vraiment, ce manque d'information où aller a été une des premières choses qui est prégnante. Ensuite, il y a le manque de formation de repérer à plusieurs niveaux. Au niveau de la formation de base des aides à domicile, des salariés qui interviennent au niveau de la domicile, que ce soit du côté des AVS, des AMP, des TISF, sur l'accompagnement des personnes handicapées par rapport aux différents types de handicap, par rapport à l'approche particulière à avoir au niveau de ce public-là. Vraiment sur un module propre à la prise en charge du handicap. Également, ce qui a été repéré, c'est la formation du côté... Donc là, on a imaginé se rapprocher effectivement de l'ARS pour voir de l'ARS et également de l'éducation nationale et pour voir sur les formations de socle commun comment ce module pourrait être plus approfondi ou exister à part entière. Également une fracture, on a repéré une fracture entre le monde du social et le monde du médical, où quelquefois effectivement les médecins vont poser le diagnostic médical mais auront moins ou peu l'approche sociale de la personne et les difficultés du quotidien. Donc vraiment une nécessité de se rapprocher, de coordonner un petit peu, faire la synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'alors dans les ateliers. Donc là a émergé effectivement le mot coordination, comment on se coordonne autour des situations individuelles. Donc là on était au-delà effectivement de comment se connaître. On était plutôt sur l'exemple de la MAIA, qui est la notion de référent de parcours, ou comment effectivement la MAIA est référent de parcours de chaque situation individuelle. Donc comment on pourrait calquer ce modèle-là du côté du handicap, avec effectivement une structure, un professionnel qui coordonne l'ensemble des professionnels qui œuvrent sur une situation, qui intervient au domicile. On a pensé bien sûr à mettre autour de la table le médecin, l'infirmière, tous les acteurs des soins. Donc vraiment, cette notion de référent de parcours, elle se situait aussi dans les différents accueils qui peuvent être accueil et accompagnement qui peuvent exister autour d'une personne. On a pensé à l'accueil de jour et puis un accueil au domicile avec une prise en charge infirmier où effectivement chacun œuvre dans sa partie, mais pour autant le projet de vie de la personne, il n'est pas partagé. Et donc mettre en cohérence un petit peu les différents accompagnements en co-responsabilité aussi pour la personne. Alors on a fait également le constat que difficultés d'isolement pour les personnes qui restent à leur domicile,
avec des difficultés par rapport au transport sur le département. On a eu un témoignage d'un papa qui nous a expliqué effectivement que tous les jours, il fait, j'ai pas retenu le nombre de kilomètres, mais peu importe, un nombre important de kilomètres pour que son fils puisse être accueilli en accueil de jour et que lui, en tant qu'aidant, puisse avoir une solution aussi de repli, pour souffler, et aucune prise en charge à ce niveau-là du côté des transports. Transport inexistant dans certains endroits du département. Ensuite, on a parlé d'un vide au niveau des soignants aujourd'hui, de tout le corps des soignants, donc des difficultés à trouver un médecin, à trouver des infirmières qui veulent intervenir à domicile pour assurer les soins. Donc voilà, les assistantes sociales sont sollicitées aujourd'hui pour trouver un médecin. Donc très difficile à ce niveau-là de pouvoir accompagner le handicap au domicile si on n'a pas le médical qui est présent. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'accompagnement, des constats que l'on a fait et des pistes. Voilà, donc la nécessité en résumé, de la formation, de structurer les coordinations entre les différents acteurs et professionnels par le biais d'un référent de parcours. Voilà, et diversifier la variété des services pour permettre ce maintien à domicile. Voilà. Merci.